pour nous, ce sera le signal que tout fonctionne. J'attends de voir un petit peu si des prénoms s'affichent. Suspense, roulement de tambour. Oui. Bonjour Céline, bonjour Nathalie. Je vois des prénoms, des bonjours. A priori, ça fonctionne. Emmanuel, Stéphanie, Océane, Amandine, Isabelle. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette nouvelle édition de l'Instant RH, le webinaire par Culture RH. On est quand? On est le 13 février et c'est déjà le dernier webinaire du mois pour le mois de février. Et ouais, on est comme ça. On a ralenti un peu le rythme là pour la fin du mois, mais on se retrouvera évidemment en mars avec plein d'autres éditions. Et je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, j'espère, vous plaira et vous inspirera parce que c'est un sujet tellement important. Alors, vous voyez, il y a le mot heureux sur la slide. Donc, voilà, on va parler du bonheur au travail, de comment activer des leviers pour allier bien-être et performance en entreprise. Et pour ce faire, on a deux invités qui sont passionnés, je pense, par le sujet. Et ils vont nous expliquer d'ailleurs pourquoi ils sont là aujourd'hui. Je donne déjà peut-être la main à Laura. Allez, Laura, est-ce que tu veux bien nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais de beau et puis après, on passera la main à Loïs. Ok, bonjour tout le monde, je m'appelle Laura Velcon, je me suis spécialisée en bien-être et performance au travail. Et pour la petite histoire, donc en 2021, j'ai fait un épuisement professionnel. Pour moi, c'était les autres qui faisaient des burn-out, donc je me suis renseignée sur le sujet. Je me suis aperçue de plusieurs choses, que de un, les personnes les plus engagées au travail sont les plus susceptibles de faire des épuisements professionnels. Et tout ce qui me paraissait logique de mettre en place dans l'entreprise s'avère être prouvé par la science. Du coup, j'ai tout plaqué et j'ai fait un travail de recherche sur la corrélation bonheur-performance, sur les dysfonctionnements du modèle du travail français et sur l'évolution du travail, de la perception du travail en fonction du contexte économique, écologique, etc. J'ai développé une solution de travail qui sortira prochainement. Et en attendant, j'analyse des sujets de bien-être et mal-être au travail sur les réseaux sociaux. Je vulgarise aussi beaucoup. Je suis influenceuse RH, bien que je n'ai jamais été RH. Et je travaille avec des entreprises. Et donc, mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire comment travailler, mais plutôt d'explorer voilà, des pistes, des choses à mettre en place par rapport au bien-être au travail, par rapport à ce que la science et les études disent. Merci Laura, ça va être super intéressant d'avoir ton regard parce que tu as, malheureusement, l'expérience de cet épuisement au travail, mais je trouve que c'est aussi une bonne, comment dire? Un bon moteur et dans un certain sens, c'est aussi ce qui va expliquer, ta connaissance du sujet puisque tu l'as toi-même exploré, expérimenté. Donc c'est voilà, je le dis parce que c'est important. On est ravis de t'avoir aujourd'hui. C'est chouette d'avoir ton retour d'expérience. Et alors Loïs, qu'on connaît déjà. On a déjà fait un webinaire ensemble. Dis-nous tout. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Donc, oui, je m'appelle Loïs et je travaille chez Urban Sports Club. On a un avantage salarial sport et bien-être. Et donc, on prend la parole sur des sujets liés au futur du travail puisque notre outil s'insère en fait dans une vision du travail plus active et saine. Et donc, être heureux au travail, voilà, c'est un sujet sur lequel on prend souvent la parole. Moi également, en plus de mon travail chez Urban Sports Club, je suis aussi professeur de yoga, d'où mon appétence et l'expertise que je développe sur ce sujet. J'ai notamment une expérience qui entre en résonance un peu avec ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai travaillé pour un lieu de séjour de yoga, des retraites de yoga. Et on recevait beaucoup de personnes qui étaient en mal-être au travail, voire en burn-out. Et donc, j'ai échangé avec beaucoup de personnes sur leur parcours professionnel, sur leurs problématiques au travail. Et c'est à chaque fois, je trouve ça intéressant. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui a enrichi ma vision du travail. Et du coup, aujourd'hui, voilà, on a amené ce sujet avec Laura, avec qui on travaille aussi sur d'autres canaux. On travaille avec elle sur les réseaux sur lesquels elle est présente. Et donc, voilà, aujourd'hui, on voulait parler de ce sujet pour donner des billes aux RH, des inspirations pour convaincre leur hiérarchie et essayer d'insuffler un mode de vie, oui, et de travail plus sain. J'ai envie de dire qu'en fait, on va
passer un webinaire on va se faire du bien. Dans un certain sens, c'est faire du bien au RH, on va se faire du bien ensemble, sur ces sujets-là qui sont super importants. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, ensemble, sur ces sujets-là. Comme je le dis à chaque fois, je le redis, vous qui êtes en train de nous écouter, ce webinaire, il est pour vous, c'est votre webinaire, donc sentez-vous vraiment à l'aise de poser vos questions, rebondir. Moi, je me ferai votre relais auprès de Loïs et Laura, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis, faites-nous signe aussi dans le chat, dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené ici, qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire. On serait ravis de voir un petit peu quelles sont vos attentes par rapport au sujet du jour et puis nous dire peut-être à la fin, on validera si oui ou non on a réussi à vous faire du bien aujourd'hui avec ce webinaire. Alors, déjà, peut-être, Loïs, en quelques mots, est-ce que tu veux bien nous briefer un petit peu sur, dans les grandes lignes, ce qu'on va aborder aujourd'hui, histoire de voir où est-ce qu'on met les pieds avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet? Yes. Donc, on a choisi cette thématique parce que chez Urban Sports Club, on se rend compte à travers nos échanges avec nos clients, nos prises de parole, etc., avec des experts, qu'on a cette conviction que les objectifs des individus, donc des salariés, des employés, en fait, sont alignés avec les objectifs des entreprises. Et donc, il y a vraiment un besoin dans le monde du travail, dans les entreprises et auprès des dirigeants, de dédramatiser, entre guillemets, les sujets de futur du travail qui souvent peuvent faire peur parce que les dirigeants les voient comme des contraintes, alors qu'en fait, c'est plutôt des points d'appui sur lesquels on va pouvoir venir booster la performance de son entreprise. Et quand on le voit comme ça, je pense qu'en tant qu'RH, en tant que dirigeant, ça devient quelque chose de libérateur plutôt que d'être une pression. Et donc, on a développé avec Laura 6 aspects de comment allier plus de bien-être et de performance au travail. La première, c'est le rôle du management et comment on le pense dans l'entreprise. La deuxième, c'est de favoriser une dimension expérientielle du travail pour que le quotidien soit divers, soit challengeant. La deuxième, c'est se baser sur des données pour mesurer en fait comment se sentent les individus dans l'entreprise pour prendre des bonnes décisions. La quatrième, c'est comment travailler mieux en travaillant moins, notamment. La cinquième, c'est comment renforcer les liens sociaux dans les entreprises pour créer plus de bien-être et de performance. Et la dernière, c'est de prendre soin de notre corps et de notre esprit en créant des modes de travail plus mobiles dans lesquels on est moins sédentaire, moins immobile. OK, programme complet et puis je crois pas dire trop de bêtises si, je dis que sur le sujet des KPI, je crois que Laura en plus, parce que je te suis sur Instagram, attention fan, j'ai vu que tu disais que tu allais pour toi, ça te tenait à cœur en plus d'insister sur le sujet des KPI, que c'était hyper important, les KPI pour les RH. Enfin, on en parlera, après, on va pas spoiler tout de suite, mais voilà, je sais qu'il y a un gros sujet autour de ça et que c'est super important, comme tu l'as dit Louise, pour mesurer, cette notion de bien-être. Et donc on se lance dans le grand bain, repenser le management. Loïs, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que ça signifie repenser le management? Ça passe par quoi? Pourquoi et comment? Voilà, je te laisse nous guider. Yes. Donc, le constat, c'est qu'une culture d'entreprise, en fait, quel que soit le type d'organisation, elle reste assez verticale et elle rayonne depuis la vision d'un dirigeant, ensuite via les managers et vers les salariés, et ensuite ça ricochette et ça infuse toute la culture de l'entreprise. Mais donc, pour cela, il faut que la vision du dirigeant qu'on préconise de baser sur l'empathie, en fait, elle soit aussi prise en main par toutes les autres parties prenantes de l'entreprise. Et pour faire cela, pour favoriser l'empathie dans les organisations, il faut en fait recruter sur ce critère-là. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'empathie un critère dans le recrutement. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. C'est notamment les culture checks, c'est-à-dire ça, c'est fait dans déjà pas mal d'entreprises. C'est qu'il y a une étape du recrutement dans lequel des employés qui ne seront pas forcément les collègues les plus directs ou le manager ou de la personne qui est recrutée, soit en fait puisse échanger avec cette personne pour comprendre si la personne match avec la culture de l'entreprise et donc notamment avec l'empathie.
Pourquoi l'empathie est importante? Parce que aussi pour redonner du sens au travail de manager qui parfois peut en perdre, notamment en middle management. Il y a ce rôle un peu sandwich en fait avec cette donnée qui l'illustre, c'est que les cadres intermédiaires sont 6 fois plus victimes de burn-out que les ouvriers. C'est aussi le cas des RH, souvent où on sait que les KPI de bien-être sont plus faibles. Et aussi une autre data de OpinionWay qui est que 20% des cadres ne veulent plus gérer d'équipe. Donc en fait, il y a parfois une perte de sens dans le rôle de manager et pour lui redonner plus de sens, il faut remettre de l'empathie dans ce rôle-là. Et deuxième point, que ce rôle puisse être au maximum choisi. Parce que malheureusement, et surtout en France, dans notre culture d'entreprise et du travail, le management est souvent un passage obligatoire si on veut évoluer. Et pourquoi c'est un problème? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui veulent évoluer, mais qui n'ont pas envie d'être manager. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Soit, du coup, elles vont renoncer à évoluer, mais ça peut créer en fait un mal-être au travail parce qu'en fait, on a l'impression de ne pas avancer. Ou alors, on va se forcer à devenir manager alors qu'on n'en a pas profondément envie. Et donc, Tout le monde ne peut pas l'être aussi. Exactement. Ça requiert des compétences particulières de manager. Exactement. C'est une science et en fait, il faut la reconnaître comme telle et donc, il faut qu'elle soit choisie. Pour qu'elle soit choisie, il faut du coup que l'entreprise en fait propose des autres possibilités, des autres angles de carrière, d'évolution qui ne requièrent pas de manager des gens. Donc, ça va être notamment les parcours experts. Ça existe dans de plus en plus d'entreprises, mais pas dans toutes. Et il faut vraiment plus valoriser ces cursus-là, ces parcours professionnels-là, où en fait, on peut gagner en expertise sans nécessairement avoir besoin de manager des gens. Voilà. Et dernier point, pour asseoir cela, il faut, comme je le disais, le management, c'est une science, ça doit se baser sur la donnée, sur une formation. Il faut qu'en fait, l'entreprise accompagne les futurs managers et les managers dans ce rôle. Donc, avant de devenir manager, c'est donc que l'entreprise détecte les personnes qui veulent devenir manager, checker que l'entreprise pense que ces personnes soient assez empathiques et les autres compétences nécessaires au management, et ensuite les former pour les préparer à ce rôle-là, puis continuer à les suivre pour que cette fameuse solitude du manager ne s'instaure pas. Il y a un chiffre qui date un peu, mais qui est aussi hyper intéressant. C'est que 40% des cadres dirigeants se sentent seuls. C'est BPI France en 2016. Donc, cette solitude, en fait, elle est très problématique parce que quand on est manager, on a affaire à des problématiques humaines. On a besoin, en fait, d'échanger sur ces thématiques-là. Et parfois, ça peut être intéressant de pouvoir échanger avec des personnes externes à l'entreprise parce qu'on ne peut pas forcément parler de telle problématique avec tel collaborateur parce qu'on ne veut pas rompre la confidentialité. Donc, c'est notamment pourquoi les parcours de coaching et des groupes de managers, mais inter-entreprises, en fait, entre différentes entreprises, peuvent être hyper intéressants parce que ça permet aux managers de se sentir écoutés, d'avoir des avis externes, mais en gardant la confidentialité des collaborateurs. Voilà. Je te partage, Louis, alors le temps que tu te reconnectes, je crois qu'il y a un petit souci de connexion, mais Laura, tu pourras rebondir aussi. Quelques réactions dans le chat. Isabelle qui nous dit bah, oui, le management, c'est un véritable poste. Ce n'est pas une simple promotion, donc ça rejoint ce que tu disais. Et puis, on a Myriam qui demandait quelle est du coup l'importance de la mobilité interne et de la GPEC pour les managers. Est-ce que tu veux rebondir, Louis, sur cette question? Oui, c'est clair que quand ce n'est pas choisi, forcément, ça va être vécu d'une manière néfaste et qui ensuite, comme c'est dit dans le chat, quelqu'un qui n'a pas choisi d'être manager a plus de chances, je pense, de devenir un manager toxique, en fait. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément une vocation. En fait, on peut être intéressé par le sujet, ne pas avoir toutes les compétences. C'est juste qu'il faut que l'entreprise prenne ça en compte et ensuite accompagne le manager. Et le management bienveillant qui est évoqué par Myriam, bien sûr, et la base de la bienveillance, c'est l'empathie, en fait, c'est l'écoute,
c'est quelqu'un qui ait appris cette capacité à écouter les personnes pour recueillir en fait les besoins des salariés et pouvoir ensuite aligner les capacités de l'entreprise avec ces besoins-là. Voilà. Et alors, sur le sujet de l'empathie, c'est un sujet pas du tout évident dans beaucoup d'organisations, c'est ce que dit Nathalie. Donc, elle rebondit sur la notion d'empathie dont tu parlais. Quels sont les leviers pour en parler, pour lever les freins par rapport à ça? Mais tu l'as dit, hein, il y a une notion de culture. Si déjà de base, c'est pas dans l'ADN et dans la culture de l'entreprise, ça va être très compliqué de défendre la notion d'empathie. Donc, aujourd'hui, moi, je suis dans une boîte où c'est pas dans notre culture. Qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'RH? Ben, en fait, c'est une discussion à avoir d'abord, en effet, avec le top management, puisque, comme je disais, la culture de l'entreprise, elle rayonne d'abord du bas vers le haut et ensuite dans tous les sens, mais il faut que ces sujets-là soient pris à bras-le-corps par la hiérarchie. Et donc, c'est aussi une culture Parce que l'empathie, c'est aussi que chacun se remette en question et chacun partage ses problématiques. Donc, en fait, il faut mettre en valeur le partage honnête des problématiques de chacun. Donc, remettre la vulnérabilité comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que quand on a un souci, il faut en parler de manière la plus ouverte possible pour qu'ensuite les autres personnes dans l'entreprise se sentent elles-mêmes à l'aise de pouvoir parler de ces sujets avec leur manager ou avec les RH. Parce qu'en fait, si on montre au contraire qu'il faut parler des sujets que quand tout va bien, que d'un point de vue positif, etc., en fait, on crée une culture de la langue de bois, des sentiments cachés, etc., où on se retrouve un jour, par exemple, par exemple, on est en début d'année, donc il y a la période des entretiens annuels. Une culture d'entreprise saine, c'est une culture où normalement, l'entretien annuel, on ne découvre pas grand-chose. On est plutôt là pour confirmer, pour essayer de trouver des axes d'amélioration, mais sur des thématiques qui ont déjà été abordées parce que des feedbacks auront été faits au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'empathie, c'est à la fois écouter et c'est aussi être honnête au quotidien. Donc, parfois, ce n'est pas facile parce que ça demande de faire des choix et de dire des choses qui peuvent être désagréables à un moment donné. C'est-à-dire que l'empathie, ce n'est pas en fait être gentil, c'est dire les choses avec honnêteté et remettre la vulnérabilité et l'échec que je vois dans le chat à l'instant T. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise aussi reconnaisse ses erreurs, reconnaisse les moments où il y a des choses qui ne sont pas allées comme prévu, pour qu'on dise « Ah, ok, ils sont honnêtes avec nous, ils reconnaissent ça, etc. » Donc, moi aussi, ça me donne envie d'être moi-même et de partager cette problématique que j'ai. Parce qu'en fait, un salarié qui garde quelque chose de secret, soit parce qu'il pense que ça va être mal pris, soit parce qu'il pense qu'il ne va pas être écouté, en fait, ça grossit, ça grossit, ça grossit jusqu'à ce que ça explose. Et quand ça explose, là, l'entreprise ne peut plus gérer la situation parce que c'est déjà trop gros. Et alors oui, on peut dire oui, cette personne, c'est son problème si elle ne nous l'a pas dit. Peut-être, mais c'est aussi peut-être une culture d'entreprise qui ne favorise pas et n'accueille pas le dialogue parce que l'empathie n'est pas assez présente. Voilà. Donc, les deux parties doivent se remettre en question. Donc, il y a un vrai travail de fond sur la culture et aussi dans l'exemple que va donner la direction, notamment sur ces remises en question, ce travail de droit à l'erreur, droit à l'échec, droit de demander de l'aide aussi. Et ça répondra aussi à ce que disait Oriane. Est-ce que c'est pertinent de faire un questionnaire 360 après la prise de poste d'un manager pour sonder un peu tout le monde, la perception face à ce changement, point fort, axe d'amélioration? Tu y as répondu en quelque sorte en disant que oui, ça paraît plutôt pertinent. La remise en question, elle est importante. Exactement. Et ensuite, ça, sur le questionnaire, on pourra en reparler au moment des KPI parce que les parfait. KPI, c'est aussi recueillir de la donnée auprès des salariés. Parfait. On y reviendra du coup, Oriane. Et alors, du coup, Laura, je pense qu'on aimerait bien t'entendre sur le fait de un peu se challenger et se tenter à des nouvelles initiatives. Il y en a 3 en l'occurrence que tu as identifiées. Ouais, vas-y. Juste sur la question du management, si on peut revenir juste 2 minutes, il faut savoir qu'environ 50% des démissions sont liées au management. Il y a plein d'études sur le sujet, également
Robert Swartz, etc. Donc, le management, c'est vraiment le levier principal pour améliorer le bien-être au travail. Comme l'a dit Louis, moi je suis d'accord avec lui. En fait, ce que disent les salariés, c'est qu'il y a un management dur, voire tyrannique dans certains cas. Il y a un manque d'écoute, un manque de considération, un manque de reconnaissance. Et en fait, la compétence clé qui va apporter satisfaction aux employés, c'est la capacité d'empathie, effectivement. Comment voulez-vous bien comprendre les membres de l'équipe si vous n'avez pas une grande capacité d'empathie? Et donc, si la capacité d'empathie devient une compétence clé, ça veut dire repenser au management et voir à l'organisation. Donc, dans le management, pourquoi pas intégrer des tests psychométriques? Il y a des outils RH qui les intègrent déjà. Je pense à Central Test, je pense à Gallup, etc. Après, c'est un coût. Donc, si vous n'avez pas le budget, on peut très bien incorporer des mises en situation dans le processus de recrutement. Comment vous avez fait pour dealer cette situation avec un collaborateur en détresse émotionnelle, par exemple? Ça pourrait très bien être un recrutement inversé, les salariés qui élisent leur manager. Mais en tout cas, moi, je suis dans la position de dire que tout le monde n'est pas fait pour être manager. Donc, il faut arrêter de promouvoir le management et recruter sur l'empathie. Moi, je prône pour un binôme de managers, un manager expert de son domaine et un manager expert des relations humaines. Pourquoi? Parce que on en demande un peu trop aux managers. Les managers font l'opérationnel, la stratégie, l'humain, les KPIs. Ce ne seront pas des robots et l'épuisement professionnel touche en priorité les managers. Un binôme de managers, ça permettrait de réduire la charge de travail et donc le stress qui se répercute sur les salariés. Et donc, c'est une approche, je pense, novatrice à mettre en place dans les entreprises qui ont marché. Et si on veut aller un peu plus loin, il faut aussi mettre des personnes avec une capacité d'empathie et d'intelligence émotionnelle dans les équipes de direction pour reconnecter le top management à la réalité du terrain. Et donc, par exemple, pour répondre à la question de tout à l'heure, comment on fait pour aller convaincre les dirigeants, regardez ce que font les autres entreprises. Par exemple, Salesforce qui met en place des Chief People Officers, donc des gens avec une intelligence émotionnelle élevée, au même niveau que les dirigeants qui vont en fait, il va y avoir une répercussion sur tous les employés. Voilà, c'était juste pour rebondir sur le Super management. intéressant. Tu l'as observé, toi, dans des entreprises, cette configuration où tu as 2 managers pour un département, par exemple, Alors avec un je l'ai pas observé tu l'as jamais vu? personnellement. Par contre, j'ai plusieurs personnes qui l'ont observé. Je travaille avec des experts en management qui l'ont observé aussi, D'accord. disent que ça marche très, très bien. Donc je pense que c'est une approche un peu novatrice et peut-être dans la Ouais. transition, au lieu de partir sur un manager très humain, au lieu de très Mmh. expert, peut-être faire un mélange des deux. Mmh. C'est peut-être une bonne solution. Très clair et du coup, bah, ça va rejoindre les autres initiatives, possibles et innovantes, Oui, qui peuvent, du coup, transformer un peu les organisations. oui, Tu alors en as 3 à nous partager? ouais, en fait, il faut savoir que la génération des millennials et encore plus la génération Z sont des générations de l'expérience. C'est-à-dire qu'on veut voyager partout, on veut aller tester tous les restos en trend du moment, on scrolle sur notre téléphone. En fait, on saute d'expérience en expérience. Mmh. On est heureux comme ça quand le travail, lui, est resté statique. Et ouais. Et voilà. Et donc, on fait les mêmes tâches toute l'année, toute la semaine, tous les jours. Et donc, ce qui est intelligent, c'est d'amener de l'expérience au sein de l'entreprise. Pour ça, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Donc, soit de l'expérience au sein des locaux et donc mettre en place une salle de sport,
des activités manuelles, une cantine qui change tout le temps. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, des massages, etc. Ça, c'est ce que font les GAFAM, Google, Microsoft, Salesforce, qui l'ont compris depuis bien longtemps et qui dirigent le monde. Ils ont bien compris depuis bien longtemps que le bien-être doit être au cœur de l'entreprise. Et vous prenez un Salesforce qui a ouvert des locaux pas plus tard que l'année dernière en plein milieu de la nature avec des cours de yoga, avec du barbecue. C'est de la vraie expérience. Après, c'est un coût, donc il y a d'autres solutions. Évidemment, on peut amener de l'expérience aussi dans la vie privée des gens. Et donc, par exemple, apporter un abonnement de sport, Loïs pourra nous en parler, du théâtre, du cinéma, mais voilà, apporter de l'expérience aux gens pour nourrir nos besoins. Et la troisième chose, c'est le slashing, donc slashing interne ou externe. Personnellement, je pense que dans quelques années, ça sera possible d'avoir 2 voire 3 métiers à l'intérieur de l'entreprise. Il Ça, y a des études qui le disent ouais, d'ailleurs. ça commence un peu à arriver. Il y a des entreprises qui allouent 20% du temps de travail sur une tâche complètement différente du travail du salarié. Donc, ça arrive petit à petit. Mais je pense qu'il faut aller plus loin parce que la société a évolué, le travail est resté statique. Il y a Marielle Barbe en France qui est pionnière sur le sujet et qui accompagne les entreprises. Mais voilà, je pense qu'on peut aller plus loin ou alors faire plus de contrats, par exemple, à mi-temps, pour que les gens aient un travail à mi-temps et puis un travail complètement différent à mi-temps de l'autre côté. Donc, je pense que cette dimension de l'expérience, les entreprises ne le prennent pas encore à bras-le-corps, mais voilà, je pense que c'est intelligent de mettre en place de l'expérience au travail et qui plus est pour faire revenir les gens aussi en présentiel parce qu'on tend de plus en plus à ce que les gens préfèrent le télétravail. Il y a plein de raisons à ça, mais le fait de apporter du sport au travail, apporter des activités qu'on aimerait faire, de l'expérience, ça va faire en sorte que les gens veuillent revenir en présentiel et vont avoir un sentiment d'appartenance à l'entreprise, donc moins de turnover, moins d'arrêt maladie, etc. Et tu sais, Laura, tu parlais du fait que c'était, finalement, générationnel, en particulier sur les dernières générations. Et il y a Diane qui dit, dans le chat qu'elle pense que c'est même sociétal et pas que générationnel. D'ailleurs, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des remises en cause, des catégorisations de génération parce que finalement, on se rend de plus en plus compte que ce qu'on attribue comme attente, par exemple, à la génération Z, finalement, c'est ce que tout le monde veut. C'est plus propre à la génération Z et effectivement, ça devient plutôt sociétal. Donc, une entreprise, elle a vraiment tout intérêt à se remettre en question, à se poser ces questions parce que c'est même pas qu'une affaire de plaire à la Gen Z ou à la prochaine génération. En fait, ça parle à tout le monde, ce nouveau mode. C'est sûr, c'est sociétal. Après, c'est quand même beaucoup plus exacerbé chez la Gen Z et un peu chez les millennials. Et c'est pas pour rien qu'on dit que les jeunes changent de travail tous les ans. Donc voilà, faut peut-être remettre en question aussi le mode de fonctionnement du travail. Alors, Myriam dit, encore une fois, ça dépend de la culture d'entreprise. Je pense qu'en fait, c'est comme le sujet d'avant, on en revient à ça, c'est qu'il y a un travail de fond à faire sur la culture de l'entreprise. Et elle demande, est-ce que slashing et side project, c'est la même chose? Je ne sais pas si tu veux, Laura, éclaircir les deux notions. Ce que je disais tout à l'heure, il y a certaines boîtes qui allouent 20% à du side project. C'est ça, en fait. C'est une forme de slashing. Pour moi, il faut aller plus loin. Oui, parce que tu en as qui sont un peu précurseurs. Par exemple, il y a l'entreprise Shine, la banque en ligne, qui donne 1 jour par mois à ses salariés, donc rémunérés. C'est 1 jour par mois pendant lequel le salarié peut aller faire du bénévolat, il peut aller bosser sur un projet en freelance. Donc, c'est 1 jour par mois, mais on peut imaginer que ça peut être encore plus. Alors, ça, pour moi, ce n'est pas du slashing, mais c'est plus de l'expérience, peut-être.
Ouais, ça répond Slashing, plus à la notion ouais, d'expérience. bon, ça se rejoint, hein, de toute façon. Oui, parce que je me dis, si je suis salariée, je sais pas, je dis n'importe quoi, je suis comptable, tout le mois, mais un jour par mois, je fais un truc qui n'a rien à voir. Du coup, je rentre dans la catégorie, slasher, en Mmh. quelque sorte. Je OK veux bien et rebondir, ouais, parce vas-y. que, par exemple, chez Urban Sports Club, on a 2 jours par an qu'on peut dédier en effet à une cause associative. Mais en OK. effet, moi non plus, je ne considère pas ça comme du slashing, déjà par le volume, que ce soit un jour par mois ou encore moins 2 jours par an. Enfin, ce n'est pas 2 activités, en fait, Oui, c'est c'est juste, qu'un 1er pas, ça peut voilà, être ouais, c'est on un peut petit encore truc en plus plus. développer ça. Mais pour moi, la différence entre le side project et le slashing, en fait, c'est aussi la façon dont l'entreprise le promeut et le perçoit. Mmh. C'est-à-dire que le side project, souvent, ça va peut-être, ça va concerner moins des salariés dans l'entreprise, ça va être plus lié à vraiment une demande très forte d'un employé ou voilà, un projet très spécifique. Alors que si ça devient une culture d'entreprise, en fait, c'est que potentiellement tout le monde dans l'entreprise peut faire plusieurs jobs et ça devient quelque chose de très différent, en fait, dans la perception et dans la façon dont les individus, du coup, l'utilisent. Et il y a une autre thématique qui s'en rapproche, mais qui est différente, c'est le job sharing. Ça se fait assez peu en France, mais ça se fait beaucoup plus en Allemagne et en Suisse. C'est qu'en fait, deux personnes sont au même poste, et pas à mi-temps, hein, mais les deux personnes à plein temps. Et je pense que ça rejoint la thématique du travail expérientiel parce que du coup, c'est beaucoup plus collaboratif. En fait, ces deux personnes partagent la responsabilité. C'est un vrai binôme. C'est pas moi, je m'occupe de telle partie du projet et moi de celle-ci. On ne se partage pas en fait les différentes responsabilités du projet. Chacun est honneur. Du coup, ça crée aussi plus de résilience parce que ça veut dire que l'entreprise, en fait, euh, elle prend moins de risques puisqu'en fait, toutes les connaissances et les expériences, elles sont dédoublées. Et donc voilà, c'est une des autres possibilités. C'est aussi très bénéfique en fait pour faire revenir les personnes vers l'emploi, par exemple après un arrêt maladie, après une longue période de chômage ou même après une grossesse. Enfin, c'est un outil qui peut s'adapter à plein de situations différentes. Mais c'est vrai qu'en France, c'est très peu utilisé, tout comme le temps Mmh. partiel qui est beaucoup plus présent dans d'autres pays d'Europe. Mm. Mais du coup, je me fais un peu l'avocat du diable parce que, bah, tout ça, ça coûte de l'argent. Hem, et je pense aux personnes qui nous écoutent. Tout à l'heure, quelqu'un dans le chat disait: «Ouais, mais niveau budget, comment on fait quand on n'en a pas?» Donc du coup, si on reprend un peu les exemples que vous avez cités tous les 2 sur la notion, d'expérience, créer l'expérience, qu'est-ce que je peux retenir là aujourd'hui, moi, en tant que RH ou dans ma boîte, j'ai pas forcément du budget? Qu'est-ce que je peux déjà faire à mon niveau, en fait? Je sais pas si moi je veux bien rebondir sur pour commencer, c'est que si on a créé de l'empathie, donc c'est ce dont on parlait juste avant, Déjà, ça, c'est gratuit. voilà. Mais surtout, ça va nous permettre de détecter des personnes, par exemple, qui sont en perte de sens ou s'ennuient au travail. Il y en a, je pense, plus qu'on pense. On parle beaucoup en fait des gens qui ont trop de travail, mais il y a aussi certaines personnes qui n'en ont pas assez. Et donc, ces personnes-là, souvent, elles ne vont pas le dire parce qu'en fait, il n'y a pas cette culture de l'empathie nécessairement assez forte dans l'entreprise ou parce qu'elles ont peur que ce soit mal vu, etc. Alors qu'en fait, si elles se sentaient à l'aise de le dire et de dire que bah, moi, j'aimerais bien avoir une responsabilité supplémentaire, mais quelque chose de vraiment intéressant, pas juste qu'on me trouve une tâche pour m'occuper, ben, en fait, c'est là qu'on va pouvoir créer des opportunités de slashing. Et c'est aussi en donnant plus de laisser faire et ça, c'est des choses qui coûtent pas d'argent en fait. C'est de la culture d'entreprise, c'est de la façon dont le management va gérer les choses, de dire OK, bah, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire en fait dans ton travail? Il y a aussi des sociétés, ça me fait penser à l'entreprise libérée, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais où en fait, les personnes sont beaucoup plus libres de créer leur propre poste, de choisir leurs responsabilités. Euh, du coup, pour être utile, elles vont faire des choses qui sont nécessaires pour l'entreprise parce que la première peur, ce serait de dire, OK, mais les gens, ils vont faire des choses que peut-être l'entreprise n'a pas besoin de faire. Mais non, parce que ce qu'on a envie en tant qu'individu, c'est de se sentir utile. Donc, on va aller vers
une tâche qui en fait va être valorisée par l'entreprise. Et donc voilà, tout ça, c'est des choses qui coûtent, qui ne nécessitent pas d'investissement financier de la part de l'entreprise. C'est plutôt des réflexions en interne, des discussions, des partages d'expériences qui créent en fait ces conditions-là. Mmh, Et mmh. vas-y Laura, je crois que tu voulais aussi rebondir. Non, moi, je Juste, vais il y a dire. Isabelle, pardon, juste Isabelle dans le chat qui dit en Suisse, il y a également des binômes senior-junior, voilà, pour compléter un peu le, le panel d'idées. Vas-y, Laura. Oui, j'allais dire, moi, cross-compétences, travail intergénérationnel, il y a plein de choses à mettre en place quand on n'a pas de budget. C'est vrai que, par exemple, les salariés seniors pourraient très bien allouer 20% du temps à mentorer des jeunes et à apprendre sur le digital. Ça peut être un espèce de vie ma vie et de monter en compétence sur un sujet qu'on aimerait dans l'entreprise. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire de ce Sont côté-là accessibles. sur du niveau compétence. Après, du côté de l'expérience, même en dehors du travail, je pense qu'on en reparlera dans le volet relations sociales. Oui, on a encore plein de sujets. Et d'ailleurs, je vous propose que, bim, on fasse un petit saut sur les KPI. Je sais que c'est un sujet qui est important, qui est justement crucial pour pouvoir aussi implanter des choses dans l'entreprise, parce qu'on a besoin de mesurer. Donc, par quoi on commence? Qu'est-ce que ça apporte? Comment on fait? Donc, tout d'abord, je pense qu'il faut commencer par un diagnostic interne, c'est-à-dire savoir, OK, où est-ce qu'on en est de la mesure des KPI RH dans ma société. Si on part de zéro, bon, il faut établir en fait un dashboard de KPI RH, c'est-à-dire choisir un nombre relativement restreint de données qu'on peut mesurer avec fréquence pour pouvoir les suivre. Donc, il en faut assez pour que ça représente une vue assez large de ce qui se passe dans l'entreprise, mais pas trop non plus pour qu'en fait, on puisse les suivre au quotidien. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir envie d'en avoir 150 différents en se disant oui, je vais tout savoir, j'aurai toutes les données, mais si on n'est pas capable de gérer ces données-là, c'est-à-dire que trop de données deviennent inutiles parce qu'on ne peut pas les utiliser. Voilà, donc, il faut trouver la bonne quantité. Donc, du coup, ça va dépendre de la taille de l'équipe RH, etc. Évidemment, il y a même sûrement des entreprises qui ont des personnes en ressources humaines qui sont dédiées aux enquêtes internes ou aux études, etc. Donc, ce ne sera pas du tout la même situation pour une entreprise où il n'y a qu'une seule personne en ressources humaines ou deux ou trois. Voilà. Donc, ensuite, il ne s'agit pas là de vous donner un dashboard parce qu'il va dépendre de chaque entreprise, mais on peut citer quelques KPI. On peut commencer par la mesure de l'ancienneté et le taux de turnover. Donc, parce que ça nous dit en fait, est-ce que les gens ils ont envie de rester avec nous? Donc, c'est déjà une mesure hyper importante. Et ensuite, il y a toutes les thématiques liées à l'absence. Donc, le taux de fréquence des absences, leur durée moyenne, les motifs des absences, est-ce que ce sont souvent des choses liées au travail? Donc, est-ce que ce sont des arrêts de travail liés, par exemple, au burn-out ou au TMS? Il y a aussi des mesures de la pénibilité du travail, par exemple le temps passé en réunion, le nombre de journées sans heures supplémentaires. Par exemple, pour donner un exemple concret de ce qu'on fait sur Urban Sports Club, dans certaines équipes, on établit un Meeting Free Friday, c'est-à-dire que le vendredi, on promeut le fait de ne pas mettre de réunion pour qu'en fait, il y ait aussi ce qu'on appelle parfois le deep work, ou en tout cas ces temps où on peut vraiment rentrer en profondeur dans les sujets. Et aussi, on sait que le fait d'être souvent en réunion ou en visio, c'est épuisant non seulement parce que c'est du temps sur lequel on n'est pas en train de travailler concrètement sur nos projets, même si évidemment c'est important d'échanger et de s'aligner, mais c'est aussi des moments où en fait on est dans des interactions sociales qui demandent beaucoup d'énergie. C'est aussi pour ça que certaines entreprises, par exemple, permettent aux salariés de ne pas toujours mettre la caméra en visio, parce qu'en fait, parfois on a besoin aussi de pouvoir un peu ne pas se sentir regardé, etc. Enfin, voilà. C'est des petits détails, mais qui peuvent changer beaucoup de choses.
Il y a aussi le nombre de départs volontaires, les ruptures conventionnelles, pardon, les démissions, etc., les conflits déclarés entre les collaborateurs. Donc, il y a beaucoup de KPI différents. Et comme je disais, je pense qu'il ne faut pas se sentir submergé. Il faut se demander lesquels je peux recueillir rapidement, fréquemment et avec fiabilité. Et on commence par cela. Donc, soit si on a très peu de moyens, on le fait soi-même, on crée sa propre enquête interne, on fait des petits calculs sur Excel, etc. Donc, bon, ça demande du travail, mais une fois que c'est établi, ensuite, ça va plus vite. Soit, si on a plus de moyens, on peut utiliser certains modules des SIRH qui permettent de faire ça. Voilà, aujourd'hui, quasiment tous les SIRH permettent de créer des enquêtes internes. Ce qui est important quand on fait ça, c'est aussi d'avoir une dimension pédagogique, c'est-à-dire d'expliquer aux salariés pourquoi on pose ces questions, de les présenter publiquement. Ça, c'est très important parce que ça crée une culture de la transparence et donc de l'empathie qui, OK, non, et ça aussi, ça incite les personnes à répondre parce que comme les réponses sont publiées, on se dit, OK, ma voix va avoir du poids. Voilà. Et ensuite, il faut suivre ces KPI avec le top management, en plus de les présenter publiquement, et de se demander point par point, OK, là, on a baissé sur tel KPI, quelles sont nos hypothèses de pourquoi, quelles sont nos hypothèses de comment on pourrait améliorer ce KPI à court, moyen et long terme. Ensuite, on peut co-construire ça également avec les salariés et mettre en place des dispositifs de QVCT ou d'organisation du travail qui permettent d'influencer ces KPI pour, on espère, les voir évoluer ensuite positivement. Très clair. Je pense que ça répondra en plus tout à l'heure, Oriane, elle questionnait sur le questionnaire justement, questionnaire 360. Donc je pense que ça répondra un peu à ces interrogations sur notamment comment l'implanter. Oui. Je Et sais que Laura, oui. ouais, j'allais dire, je sais que Laura, c'est un sujet qui tient à cœur, le sujet des KPI par rapport au RH. Oui, parce que en fait, je me suis rendu compte en faisant un sondage en story Instagram que beaucoup de RH n'utilisaient pas de KPIs et certains ne savent même pas ce que c'est. Donc, le KPI, c'est un indicateur de performance clé. Et pour moi, c'est indispensable de piloter des KPIs, tout simplement parce que la plupart du temps, j'ai cru comprendre que les RH voulaient mettre en place des choses, mais n'avaient pas forcément la marge de manœuvre ou voilà, ces personnes ne sont pas forcément décisionnaires. Souvent, ce sont les dirigeants qui décident si oui ou non on met en place des choses liées au bien-être au travail. D'ailleurs, la qualité de vie au travail, c'est la première chose qui saute quand il y a un problème de budget. Hein. Et donc, c'est très, très important de piloter ces KPIs pour aller convaincre les dirigeants parce que les dirigeants parlent chiffres, parlent financier et parlent ROI, retour sur investissement. Donc, je suis en train de construire un outil RH justement pour piloter cette performance sociale pour pouvoir aller convaincre les dirigeants. Selon moi, il faut mettre en place, par exemple, des KPI de turnover, de taux d'absentéisme, de taux d'engagement, et surtout les coûts que ça a, les coûts cachés que ça a pour l'entreprise. C'est des millions et des millions d'euros. Le problème, à mon sens, c'est que ces coûts cachés ne ressortent pas dans les bilans financiers. C'est un vrai problème, alors que le mal-être au travail coûte une fortune. Et donc, là, j'ai un chiffre, tu vois, sous les yeux, selon une étude de Deloitte. Chaque euro investi en bien-être, donc 1 euro, rapporte entre 2,50 € et 5 € en retour. C'est ça que veulent savoir les dirigeants. Et ouais, il faut leur parler argent. Le retour sur investissement. Et le coût que ça engendre s'il y a un fort taux de turnover, s'il y a un fort taux d'absentéisme, s'il y a un fort taux de désengagement, etc. Et donc, je ne sais pas si Loïs t'avait mis dans la slide le petit screenshot, mais je ne pense pas.
Mais bref, par exemple, pour le taux de turnover, c'est important de noter quel taux on a par rapport à la moyenne en France et par rapport à la moyenne du secteur de même taille d'entreprise. Donc, le taux de turnover moyen en France, il est d'environ 15%, ce qui est déjà beaucoup. Donc, le but, c'est de plus de partir vers le 0 que de partir vers le 100. Et d'allouer les coûts que ça a, parce qu'un turnover, ça veut dire du temps du manager pour faire des entretiens, du temps du RH pour aller recruter, passer du temps avec les gens. Ça veut dire une montée en compétences qui va être plus ou moins longue. En combien de temps la personne est aussi performante que celle qui est partie. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Si la personne est partie et qu'elle est partie en mauvais termes avec l'entreprise, ça veut dire qu'il va y avoir une répercussion sur l'image de marque. Et ça, c'est un Marque employeur. Marque employeur, bien sûr. Et donc, piloter les KPI, ça veut dire aux dirigeants que c'est un point clé de l'entreprise. De toute façon, les salariés sont le moteur de l'entreprise. À partir du moment où on ne prend pas en compte l'humain, c'est qu'on se tire une balle dans le pied. Donc voilà, rien de plus à dire sur ces sujets, si ce n'est qu'il faut vraiment s'intéresser à ces sujets. Et même si je sais que les RH ont cette vocation de RH pour l'humain, et il y en a plein qui me disent moi, j'ai pas très envie de faire des chiffres parce que moi, j'ai fait ce métier pour l'humain. Ce que je peux comprendre. Mais malheureusement, parfois, les dirigeants ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur la croissance de leur entreprise, leur rentabilité, leur pérennité. Et ça, il faut leur rappeler. Donc, moi, je travaille sur ces sujets-là et aussi pour aller former les futurs leaders, les futurs dirigeants, parce que je pense qu'il y a un problème aussi dans l'éducation des managements. Moi, j'ai fait des études en entrepreneuriat et on ne m'a jamais dit que l'humain était important pour que mon entreprise soit pérenne. Donc, il y a un vrai problème. Mais voilà, c'est à vous d'aller convaincre les dirigeants avec des chiffres. Et Isabelle te rejoint dans le chat, elle dit il faut parler chiffres face au codir. Donc ouais, au vu des réactions dans le chat, vous êtes beaucoup à aller dans ce même sens et ouais, vous êtes plutôt convaincus, donc c'est rassurant. Je vois le temps qui défile et je me dis ouh là là, on a encore plein de choses très intéressantes à dire. Alors déjà, moi j'aime bien cette approche. Travailler moins et mieux, ça me plaît. Alors, c'est quoi cette approche? Parce que moi, j'ai entendu quand même assez souvent, il faut travailler plus pour gagner plus. Alors là, j'aime bien cette nouvelle tendance. Travailler moins et mieux, ça me parle davantage. Loïs, Laura. Je hausse les sourcils. Mais oui, l'idée, c'est de revoir nos croyances parce que aujourd'hui, l'humain n'est pas en mesure d'être en deep focus pendant des heures pour travailler. Et donc, la réalité, c'est que notre performance et notre concentration se réduit à partir de 25 minutes pour des tâches répétitives et à partir de 45 minutes pour des tâches un peu plus profondes. Et donc, le fait de travailler vraiment en deep focus, comme on dit, c'est-à-dire pendant des heures sans s'arrêter pour être productif, ça ne marche pas. Et ça, la science le dit, les études le disent. Et donc, il faut vraiment revoir notre façon de travailler et faire beaucoup plus de pauses dans la journée pour recharger les batteries. C'est de se dire, en fait, notre cerveau fonctionne moins bien, on fait une pause, on marche, on va s'étirer, on boit de l'eau, on va voir nos collègues et c'est ce moment-là qui va faire qu'on va recharger les batteries pour être plus performant après. Et donc, on peut utiliser la méthode Pomodoro qui est de travailler 25 minutes, 5 minutes de pause ou alors, tout simple, 5 minutes de pause par heure. C'est déjà bien. Et il faut le faire d'autant plus au-delà de la productivité. C'est une question de santé. On est dans une société sédentarisée et le travail s'est largement sédentarisé aussi. Nous ne sommes pas faits pour rester autant assis dans la journée. Donc, il faut absolument
se lever, s'étirer, faire une activité physique. Donc ça, c'est hyper important. Et donc travailler moins mais mieux, ça passe par faire plus de pauses et prendre une vraie pause pour manger. Mmh. Euh, Et ça- Laura, ouais. juste, il y a Tania dans le chat qui dit que dans sa structure, la notion de pause, elle est très mal perçue par la direction et qu'elle bataille pour en expliquer tous les bienfaits. Donc, Mhm. tu as Mhm. aussi cette réalité-là. C'est vrai, Oui, tu as mais des c'est boîtes où important, prendre une en pause, fait, c'est changer, c'est vraiment changer le mindset, c'est changer ouais. les croyances, Mmh. les fausses croyances qu'on a sur ce sujet-là. Et quand j'entends il faut voilà, travailler plus pour être plus productif, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout et ça a été prouvé. Mmh Donc, mh. vraiment, il faut faire plus de pauses. Moi, je bataille sur ça et personnellement, je milite pour la semaine de 4 jours. Pourquoi? Parce que, en fait, je l'ai dit un peu précédemment, nos besoins ont évolué en tant qu'individus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe entre 2 heures et 4 heures, sur les écrans, en dehors du travail, hein, ce qui est énorme. Mais si on passe 4 heures sur les écrans, ça veut dire qu'on a moins de temps pour se faire à manger et de bonne qualité. Ça veut dire qu'on a moins de temps pour nos proches, pour faire des activités physiques, pour faire des activités de passion. Et en fait, nos besoins fondamentaux ne sont pas nourris. Pourquoi ils ne sont pas nourris? Parce que le travail est resté trop statique. Et donc, si on réduit le temps de travail, donc semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail en maintenant les salaires, bien sûr. Pourquoi? Parce que si les gens ont 3 jours de repos au lieu de 2, eh bien, ils vont avoir le temps d'aller faire leurs courses, d'aller voir leurs proches, de faire du sport. Et en fait, si tous les besoins sont nourris, ça veut dire qu'ils vont être en meilleure santé, plus reposés, plus heureux et donc beaucoup plus productifs au travail. Mmh. On aurait déjà dû passer à la semaine de 4 jours. La société fait il y a eu beaucoup d'évolutions. On aurait déjà dû passer à la semaine de 4 jours. Et toutes les entreprises qui passent à la semaine de 4 jours, il n'y a que des retours Mmh. positifs. On Il y l'a en a vu, hein, on l'a vu avec le grand test au UK, les pourcentages sont, incroyables. C'est ça. En France, on a LDLC avec Laurent de la Clergerie qui est pionnier sur le sujet. Moi, je l'ai interviewé. Il a fait plus 40% de croissance sans embaucher plus, sans dépenser un centime. Et ouais. Pourquoi? Parce que les gens sont plus reposés, donc plus productifs, plus heureux. Ils restent dans l'entreprise. Il m'avait dit qu'il avait il avait environ 4% de turnover, ce qui est très, très faible. Et donc, si les gens sont heureux, engagés dans leur travail, qui ne partent pas de l'entreprise, qu'il n'y a pas d'arrêt maladie, ben, en fait, vous n'avez même pas besoin de dépenser de l'argent pour recruter, vous allez en gagner. Donc moi, je suis pro semaine de 4 jours. Loïs, je te laisse la parole si tu veux compléter. Oui, je répondais à l'écrit à quelques questions, mais en Oui, effet, j'ai vu. c'est non seulement faire des pauses, et qu'est-ce qu'on fait pendant ces pauses? Parce que on a fait un webinaire entier sur les pauses, donc je pourrais en parler, je vais essayer d'être rapide, mais prendre 5 minutes de pause pour passer de son écran pro et aller sur son écran perso, que ce soit sur Instagram ou etc. Ou prendre 5 minutes de pause pour aller marcher, s'étirer un peu, boire un verre d'eau, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que quand on revient après une pause active où on a un peu bougé son corps, où on n'était pas face à un écran, on revient plus reposé et argument pour les entreprises, on revient en fait avec plus de créativité, plus de nouvelles idées, avec un regard frais sur la situation. En fait, là, il ne s'agit pas des salariés qui demandent de moins travailler juste pour leur faire plaisir. Il s'agit, comme le disait Laura, juste de suivre la science et comment le corps humain fonctionne. Et comment le corps humain fonctionne, c'est qu'il a besoin d'alterner les activités. C'est-à-dire qu'en fait, une pause, ce n'est pas forcément rien faire. Ça peut être une pause active, ça peut être faire du sport, ça peut être lire un livre, ça peut être… En fait, c'est juste de faire autre chose pour qu'une zone différente du cerveau soit stimulée et que quand on revient à sa tâche professionnelle, et ben en fait, cette zone du cerveau qui étaient stimulées pendant l'activité professionnelle se sont un peu reposées et qu'elles puissent être réactivées de manière plus performante. Voilà.
OK, parfait. Je vous propose qu'on aborde, les liens sociaux et le travail un peu plus mobile pour, en guise de conclusion de ce webinaire parce qu'il nous reste 5 minutes. Ouais, il y avait beaucoup de choses à dire et on se rend compte qu'1 heure, c'est jamais suffisant, sur des sujets comme ça. C'est beaucoup trop passionnant et voilà, il y a tant à dire. Donc renforcer les liens sociaux, combiner avec, la mobilité. Loïs, est-ce que tu veux bien nous faire un tour d'horizon pour qu'on puisse repartir avec ces dernières pistes? Bah, nous, évidemment, chez Urban Sports Club, on promeut en fait des pauses, justement, mais j'en parlais des pauses actives et aussi des outils pour lutter contre la sédentarité. Donc, en fait, le sport, c'est un des types de pauses qui remet dans les meilleures conditions pour ensuite revenir travailler concentré avec plus de créativité. Parce qu'en fait, quand on fait du sport, on booste notre métabolisme, on favorise la circulation sanguine, etc. Donc, en fait, on crée toutes les conditions pour que notre cerveau fonctionne mieux, soit plus créatif, plus concentré. Parce que non seulement travailler longtemps dans la même position assis n'est pas bon pour notre corps, mais ce n'est pas non plus bon pour notre cerveau et donc pour notre capacité à bien travailler. Donc, il y a plein de façons de mettre en place des rituels dans les entreprises qui limitent la sédentarité et favorisent le fait de bouger et donc aussi de créer des liens sociaux. C'est notamment de faire des réunions debout. Donc, on peut par exemple définir dans certaines équipes, OK, toutes les réunions qui durent moins de 30 minutes, au moins on les commence debout. Après, si on n'empêche personne de s'asseoir, bien sûr, mais de créer des petites règles comme ça qui peuvent aider, ou alors de définir qu'à chaque heure pile, on se lève tous pendant 1 ou 2 minutes pour faire quelques étirements, quelques mouvements. Et ça crée aussi des moments où on a tous un objectif commun, on fait tous la même chose, donc ça crée aussi beaucoup de cohésion, ça rassemble. Et ça marche même en télétravail, hein. On peut se connecter sur un Zoom juste pour faire quelques étirements, quelques tours de tête, etc. Et ça ne coûte pas grand-chose parce que des exercices, on peut en trouver sur YouTube, dans l'application Urban Sports Club ou à 10 000 autres endroits. Et il suffit juste en fait de se dire que tous ensemble, on va le faire. Il y a un Pour côté que les fédérateur en plus, c'est ce que tu dis. Exactement. Mmh. C'est-à-dire qu'on allie deux objectifs, moins de Mmh. sédentarité et plus de liens sociaux, en fait, parce que dans une entreprise, les personnes ont besoin de se rencontrer dans des autres contextes que juste devant des slides PowerPoint ou devant un tableau Excel ou devant un café. Et en fait, faire des autres activités, marcher ensemble, aller faire du sport ensemble, en fait, ça nous permet de nous rencontrer en tant qu'être humain et donc ça crée du lien ensuite pour toutes les relations qu'on va avoir au quotidien dans notre entreprise. Et je pense qu'on a beaucoup moins de chances de partir d'une réunion énervé ou fâché parce qu'on a eu un désaccord avec une personne, si avec cette personne, on a eu aussi des interactions plus informelles qui nous ont permis de connaître des choses qui ne sont pas utiles sur cette personne dans le cadre du travail, mais de savoir que telle personne, elle adore faire du badminton ou elle adore le houmous. Ça peut paraître inutile, mais en fait, c'est ça qui fait qu'on se rencontre en tant qu'être humain et que donc on travaille mieux ensemble au quotidien. Très clair. Est-ce que Laura, tu veux ajouter quelque chose pour conclure sur ce sujet? Oui, avoir des bonnes relations sociales, c'est aussi mieux travailler, c'est être plus créatif, plus innovant, plus performant, trouver des solutions plus vite aux problèmes. Et donc, pour se rencontrer au sein du travail, ça veut dire aussi repenser à la culture d'entreprise. Si les pauses sont proscrites et sont mal vues, en fait, les gens ne vont pas en prendre et donc ne vont pas se rencontrer. C'est un cercle vicieux. Et donc, pour avoir des bonnes relations sociales, je ne vais pas parler de séminaires ou quoi, parce que ça, on en entend en long, en large et en travers. Mais repenser à la culture d'entreprise, à favoriser les pauses, à favoriser les échanges entre les gens,
un truc que peut mettre en place les RH, c'est, je ne sais pas moi, demander pendant un entretien les passions de la personne ou alors même faire des Teams en fonction des passions des gens. Moi, je vois par exemple mon copain qui est fan de guitare électrique et qui est très, très introverti. Ben, je pense qu'en fait, s'il savait qu'il y avait 2 autres personnes dans l'entreprise qui étaient fans aussi de guitare électrique, ben peut-être qu'il irait plus vers les gens. Et donc, je pense que les RH ont un rôle de liant, comme disait Loïs, pour favoriser les relations sociales, qui est hyper importante. Et je rappelle que l'être humain nous sommes des animaux sociaux, donc on a besoin des autres pour être en bonne santé et pour être heureux. Donc, il faut vraiment favoriser les relations sociales et ça veut dire repenser à la culture d'entreprise, à l'environnement de travail, etc. Et concernant le travail plus mobile, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Donc, mettre des bureaux assis debout, c'est bien. Mettre des tapis de sport pour marcher pendant des réunions, c'est bien. Brainstormer autour du pâté de maison, c'est bien. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, se lever quand on fait des réunions d'équipe. Mais voilà, c'est surtout se dire que les TMS, les troubles musculo-squelettiques, explosent à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs un des facteurs principaux des arrêts maladie. Et donc, si vous voulez aussi réduire vos coûts dans l'entreprise, ça veut dire repenser au fonctionnement de l'entreprise pour que les gens soient plus heureux, en meilleure santé. Voilà, donc… Très clair. Moi, je retiens que la prochaine fois, on fera un webinaire debout. Mais en tout cas, c'est une super idée. C'est une super idée, je vais la soumettre à Culture RH. Mais en tout cas, tout ce que tu as résumé, Laura. Enfin, je trouve que ça a résumé d'ailleurs très bien tout le propos du webinaire. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de culture, de travail de fond, en fait, qui est super important. Donc, merci, parce que c'était une belle manière de conclure le sujet du jour. Louise, tu nous partages quelques mots sur Urban Sports Club. J'ai toujours un peu de mal à le dire. Hein. Vous n'avez pas choisi le nom le plus facile. Urban Sports Club. Quelques mots pour conclure. On est une entreprise allemande fondée en 2012. On a un avantage salarial sport et bien-être. En fait, on permet aux entreprises de promouvoir le sport de manière très simple à travers un abonnement qui permet aux salariés de pratiquer plus de 50 activités de sport et de bien-être chez plus de 12 000 partenaires en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'avec un seul abonnement, une seule application, les salariés peuvent aller à la salle de sport, à la piscine, au yoga, faire du pilates, de la boxe, du tennis. Donc, ça réduit en fait le frein à la fois financier parce que c'est un abonnement qui est cofinancé par l'entreprise et les salariés. Et ça réduit aussi le frein organisationnel parce que quand on a toutes ces activités à travers un seul outil, en fait, ça nous pousse à tester plein de nouvelles choses et donc potentiellement à trouver le cours, l'activité parfaite qu'on veut faire seul, en famille ou avec ses collègues. Donc, voilà, c'est un avantage qui vraiment peut infuser la culture d'entreprise et influencer beaucoup des points dont on a parlé aujourd'hui. En fait, si c'est vraiment promu par les ressources humaines et le top management, ça n'est pas qu'un avantage salarial, ça peut vraiment devenir un élément hyper important de la culture d'entreprise et de la façon dont les gens travaillent ensemble et dont l'entreprise crée de la valeur pour les individus. Voilà, et donc on est dans 7 pays en Europe, dont la France. Et voilà. Très clair. Laura, c'est quoi ton actu avant qu'on se quitte? Comme ça, on sait un peu où on est tout le monde avant de se dire au revoir. Moi, mon actu, donc je vais sortir The Good Boss bientôt. Donc, ça va être une plateforme à la fois pour les employeurs et les candidats. Donc, en tant que candidat, on pourra géolocaliser des entreprises engagées sur le bien-être au travail. Et je pense qu'elle mérite d'être mise en avant et aux entreprises de piloter leur performance sociale et de trouver des experts pour les aider dans leur transformation. Donc, c'est le sujet du jour.
Eh ben, parfait, tout à fait aligné avec le sujet du jour. Écoutez, je pense que voilà, on a dépassé de 4 minutes. Bon, voilà, on était un peu coquin aujourd'hui, on a un peu dépassé, mais ça valait le coup. Au vu de vos réactions, je vois que vous êtes tous hyper enchantés par le sujet du jour. Un énorme merci à vous deux, Laura et Loïs. Ça a été hyper riche, hyper pertinent, pas mal de conseils pratiques qui, j'espère, pourront servir à l'audience aujourd'hui. Merci à vous tous qui avez été présents aussi. Vous avez posé plein de questions, vous avez été très actifs dans le chat. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis moi, je vous retrouve dès le mois de mars. Alors, je ne peux pas vous spoiler, mais suivez le site Culture RH et vous verrez les prochains sujets arriver très bientôt sur l'onglet webinaire. Et puis voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Merci Laura, merci Loïs. Merci. Merci Laura.